Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur Madagascar dans le cadre du mois de la francophonie, parce que le mois de mars, c'est un mois très riche. On célèbre la langue française et la langue française est justement parlée à Madagascar. Et parmi nos professeurs de l'Alliance française de Pasadena, il y a Cécilia Baron. Elle est non seulement professeure de français, mais elle est aussi depuis peu examinatrice d'ELF. Ah ouais. Et donc, elle va nous parler de son pays, comme elle l'a dit tout à l'heure. Et elle va aussi se présenter brièvement avant. Et elle va tout faire pour que le voyage vers Madagascar se passe bien. Donc, je vous invite à poser des questions dans le chat. Et puis, à la fin de la présentation, je lui poserai des questions. Et puis, à la fin de la présentation, vous pourrez aussi prendre la parole, bien sûr, pour lui poser des questions directement. Voilà. Donc, je te laisse la parole, Cécilia. Eh bien, merci beaucoup, Emma. Alors déjà, dans un premier temps, bonjour et bienvenue. Je suis ravie de faire votre connaissance pour vous présenter mon pays, qu'est Madagascar. Donc, je m'appelle Cécilia et j'ai eu l'occasion pendant mon enfance de vivre à Madagascar pendant quelques années parce que mon père est du nord de Madagascar, de Nosy-Be, et j'ai encore des attaches familiales à Madagascar et culturelles. Donc, j'essaye d'y aller le plus que je puisse. C'est vrai que là, ces 2 dernières années, ça n'a pas été facile, mais j'espère y retourner cette année. Voilà. Alors, moi, j'avais une question. Avant que je commence à faire ma présentation, je voulais vous demander à vous tous, qu'est-ce que vous connaissez de Madagascar? Est-ce que c'est un nom qui vous est familier? Non. Vous pouvez partager vos réponses dans le chat, hein, n'hésitez pas. Hein. Je Je suis peux curieuse de répondre savoir. très rapidement. Je ne sais pas rien de Madagascar. Ok, bah, merci pour votre honnêteté, Paul. Au moins, c'est radical. Je sais à quoi m'attendre. Alors, je vois que Hélène commente très peu. Est-ce que vous avez d'autres commentaires? Non, pas à ce moment, non. Merci. Non? Bon. Parce que c'est vrai pour... Pardon, je regrette, je n'ai pas mon vidéo pour des raisons, mais c'est Louise. J'ai habité à Madagascar pendant 2 ans. D'accord, wow, Ah. génial. Merci d'avoir partagé, Louise. Alors, je vois aussi que Charlotte met, oui, effectivement, il y a la présence des Peace Corps à Madagascar. Mais pourquoi je vous ai posé cette question? C'est parce que souvent, ce qui revient comme première impression, c'est le film d'animation sur Madagascar. Alors, je vais casser plein de mythes tout de suite. À Madagascar, malheureusement, il n'y a pas tous les animaux que vous pouvez voir dans le film. Il n'y a pas de lion, il n'y a pas de zèbre, il n'y a pas d'hippopotame et il y a encore moins de pingouins. Voilà, comme ça, je préfère casser les stéréotypes tout de suite. Donc, c'était très intéressant pour moi de voir ce que vous connaissez ou pas. Alors, je vais partager mon écran avec vous à présent. Voilà, merci de votre patience. Alors, je vais le mettre en grand écran, comme ça tout le monde peut le voir. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, on va commencer. Donc, bienvenue à vous sur cette escale sur l'île Rouge, comme on l'appelle, Madagascar. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous faire une présentation assez générale de mon pays en vous parlant de la géographie, du drapeau, bien sûr, qui est l'un des symboles nationaux, de la population, de la capitale et bien sûr de la monnaie qu'on utilise à Madagascar. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette carte, ou peut-être que vous le savez déjà, Madagascar, donc c'est une île qui est montagneuse et qui se trouve sur le continent africain.
elle est assez reconnaissable parce qu'elle se détache du continent. Comme vous pouvez le voir ici, je vous l'ai encerclé. Et c'est vraiment un pays qui est constitué de beaucoup de choses, de hauts plateaux, de volcans, de terres humides, de terres sèches. Donc vraiment, il y a une diversité naturelle qui fait que Madagascar est unique. Et ça fait partie des plus grandes îles au monde. Alors, ce n'est pas un continent comme l'Australie, mais ça aurait pu l'être. Voilà, donc, et c'est sur ce pays, donc ces différents reliefs, que vous pouvez trouver une population qui est d'environ 28 millions d'habitants, donc qui est répartie assez inégalement dans le pays. La majorité des gens se concentrent dans les grandes villes, que sont par exemple Tananarive ou Tamatave. Et après, vous avez aussi beaucoup de peuples et de personnes qui habitent sur les côtes, parce que Madagascar possède 5000 kilomètres de côtes, donc ce qui lui confère une situation très, très particulière. Donc, sa capitale, c'est Antananarivo ou Tananarive, vous pouvez entendre les deux mots. Et Madagascar est composé de 6 provinces. Donc, on parle bien sûr dans toute l'île le malagasy, qui est la langue officielle de Madagascar, et aussi conjointement avec le français. Alors, ce qui est formidable avec le malagasy, c'est que même si on a une diversité des peuples à Madagascar, on se comprend. Voilà, il y a des variantes, il y a des accents, comme il peut y avoir aussi dans la langue française ou même dans la langue anglaise. Et la monnaie qu'on utilise, c'est l'ariary. Alors, il y avait un symbole dont je voulais vous parler aujourd'hui et qui est un peu incontournable de l'île de Madagascar, c'est le drapeau. Donc, c'est un drapeau qui a une histoire assez particulière parce qu'il y a 2 versions. Donc, comme vous pouvez le voir, le drapeau est composé de 3 rectangles, donc un blanc, un rouge et un vert qui sont assez distinctifs. Il y a une première version qui tend à dire que le rouge symbolise la souveraineté, le peuple malgache. Le blanc aussi qui renvoie donc à la loyauté du peuple malgache à travers son histoire aussi. Et le vert qui est là pour rappeler un peu qu'il y a aussi de l'agriculture et une biodiversité très importante à Madagascar. Donc ça, c'est une version que vous pouvez entendre sur notre drapeau. Il y a aussi une autre version qui est défendue, qui est que le blanc et le rouge, en fait, représentent l'une des ethnies principales à Madagascar qu'on appelle les Mérina. C'était une ethnie qui dominait beaucoup le centre de Madagascar avec les hauts plateaux. Jusqu'à à peu près début du 19e siècle. Donc, c'est quelque chose qui est assez connu, ces couleurs, dans la culture malgache. Et bien sûr, le vert est venu se rajouter, mais beaucoup plus tard, pour représenter les peuples côtiers. Donc, ce qui est intéressant dans l'histoire du drapeau malgache et pourquoi je le partage avec vous, c'est parce qu'il est un peu à l'image de mon pays, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mal à se mettre d'accord sur l'histoire, qu'est-ce qui a fait l'histoire du pays et aussi, bien sûr, il y a une espèce de combat, on va dire, entre les ethnies, pour être le mieux représenté. Un autre symbole que je voulais partager avec vous et qui représente Madagascar, mon pays, c'est l'arbre du voyageur, qui est facilement reconnaissable avec sa forme en éventail. On l'appelle le Ravinala aussi.
Et donc, c'est un arbre qui est sacré à Madagascar. C'est un arbre aussi qui est sujet à beaucoup de mythes, à beaucoup de mystères. Vous allez voir qu'à Madagascar, il y a beaucoup de secrets. Et pourquoi on l'appelle l'arbre du voyageur? C'est parce qu'à l'intérieur, il contient en fait de l'eau. Voilà, la sève de cet arbre peut vous désaltérer si jamais vous êtes en panne d'eau. Et pour l'avoir essayé, je peux vous dire que c'est vrai. Très, très efficace. Donc voilà, donc c'était une présentation générale de l'île Rouge. Donc maintenant, on va commencer notre voyage. Et pour commencer notre voyage à Madagascar, j'aimerais vous emmener à la capitale, Antananarivo. Alors, c'est une ville qui est magnifique parce que déjà, qu'est-ce que ça veut dire Antananarivo? Ça veut dire la ville des 1000. Alors, des 1000 quoi? Ça peut être, il y a plusieurs versions encore, des 1000 croyances, des 1000 peuples, des 1000 aussi arbres, voilà, qui peuplent la région d'Antananarivo. Et donc, comme vous pouvez voir sur cette photo, donc c'est moi qui l'ai prise lors de mon dernier voyage à Madagascar en 2018. Donc, il y a un mélange vraiment au niveau de l'architecture. Vous pouvez aussi bien avoir des immeubles modernes, par exemple, ou des infrastructures comme le stade ou des bâtiments administratifs que vous pouvez voir ici. Et puis après, vous pouvez trouver bien sûr plus de l'architecture coloniale et aussi des maisons malgaches traditionnelles qui sont beaucoup faits en fait en matériaux de récupération avec de la tôle aussi. Donc ça, c'est l'une des particularités d'Antananarivo, qui est encore une fois la capitale de Madagascar. Donc voici d'autres vues de la capitale. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la ville d'Antananarivo, on l'appelle aussi la ville des 12 collines. Et c'est connu comme étant la ville de la reine ou des reines, devrais-je dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'histoires, encore une fois, autour de ces collines qui ont fait la réputation de la capitale. Il faut que vous vous imaginiez qu'autrefois, toutes ces 12 collines représentaient chacune un royaume. Et un jour, il y a un roi, Mérina, qui a décidé de les associer, de les unifier. Et pour cela, il a donné à chacune de ces 12 femmes une colline. Voilà. Donc, et chacune de ces femmes, en fait, était en charge de faire respecter donc, le pouvoir en place. Et donc, il y a beaucoup, de mythes aussi autour de ces 12 collines. Et donc, c'est comme ça, en fait, que leur réputation a émergé. Il y a aussi autre chose que vous devez savoir. C'est que le numéro 12 dans la culture malgache, c'est vraiment un numéro aussi porte-bonheur parce que c'est synonyme en fait de prospérité et aussi de réussite. Voilà, donc 12 collines, numéro 12, à bien retenir. Donc ici, vous pouvez avoir une autre vue de la capitale. Donc vous voyez, avec toutes ces collines autour, c'est quand même assez large. Et Antananarivo, et bien sûr aux alentours, a un paysage assez particulier, donc, qui est conféré notamment avec la fabrique des briques rouges. Alors, ces briques, en fait, servent non seulement à construire des maisons qui sont fortement isolées, qui sont mieux isolées, donc elles sont un peu envoyées dans toute l'île, mais aussi elles sont exportées à l'international. Donc pour soit faire des maisons ou soit faire d'autres objets d'art. Donc c'est vraiment aussi très important dans la région d'Antananarivo. Vous pouvez en voir.
Et il y a également les rizières, la riziculture, qui fait aussi l'identité de Madagascar, qui fait l'identité de la capitale. Donc, comme vous pouvez le voir ici, sur cette photo, voilà, vous avez différents types de rizières. Vous pouvez avoir des rizières en terrasse, donc, ou alors des rizières qui sont sur des surfaces planes. Et donc, tout ça, ça fait vraiment l'identité d'Antananarivo et de Madagascar en général. Bien sûr, là où il y a de l'eau, vous allez trouver des rizières. Voilà, encore une autre image qui vous montre un peu les alentours d'Antananarivo. Donc, c'est plein de collines. Voilà. Et au milieu, vous avez les habitations. Donc, maintenant, on va continuer notre voyage à Madagascar en se plongeant dans les régions de cette grande île. Donc, on va essayer d'en connaître les singularités et les diversités qui sont à la fois naturelles et culturelles. Donc, tout d'abord, je vais vous emmener au nord de Madagascar. Après, on ira à l'ouest, à l'est et enfin au sud de Madagascar pour parler aussi des espèces endémiques qui sont propres à l'île Rouge. Alors, dans un premier temps, j'ai décidé de vous emmener au nord de Madagascar. Alors, pour moi, ça a une valeur sentimentale parce que c'est là d'où je viens. C'est là où j'ai grandi. C'est là où ma grand-mère vit encore, où mes cousins y sont. Voilà. Et plus particulièrement sur l'île de Nossi Bé, qui veut dire la grande île en malgache. Mais ça, je le garde pour tout à l'heure. Donc, c'est vraiment une région qui est riche naturellement, voilà, en zone humide, en zone sèche, aussi en biodiversité. Donc, il y a énormément de choses à savoir. La première ville que j'ai décidé de vous exposer aujourd'hui, c'est la ville d'Antsirana, ou plus communément peut-être appelée Diego Suarez. Alors, pourquoi on l'appelle Diego Suarez? Parce que Diego Suarez, c'était le nom du navigateur portugais qui a découvert cette baie. Mais moi, je préfère utiliser le nom malgache, Antsirana. Donc, Antsirana, c'est vraiment c'est comparé en fait à Madagascar à la baie de Rio. Il y a même une blague qu'on fait en malgache qui dit hey, tu vas à Rio et en fait ça se réfère à Antsirana. Donc c'est une grande baie qui est composée en fait de 4 criques. Et donc, ça fait partie des plus belles baies du monde et c'est assez reconnaissable, comme vous pouvez le voir sur cette photo, avec un pain de sucre. Donc, c'est ce qu'on appelle le Nosilanjo. Et donc, c'est un endroit qui est sacré. Voilà. Donc, Antsirana aussi, il y a un peu comme Antananarivo, vous pouvez trouver beaucoup de légendes. C'est-à-dire que ce fut autrefois un repère de pirates. Et oui, il y avait énormément de pirates qui y vivaient et donc ils avaient leur propre société, leur propre code. Donc, Antsirana qui est vraiment une ville aussi cosmopolite où vous pouvez trouver, un peu comme à Antananarivo, la vieille ville avec ses bâtiments coloniaux et ce qu'on appelle aussi la nouvelle ville avec des bâtiments beaucoup plus administratifs et aussi où l'art et la culture de la ville y est concentrée. Il y a aussi un autre endroit emblématique dans le nord qu'on appelle Ankarana. Ankarana, c'est très, très connu à Madagascar, notamment grâce à cette formation de calcaire que vous pouvez voir ici. Et donc, en fait, c'est le résultat de millions d'années d'érosion de cette roche
Et Ankarana est connu pour y abriter donc les tsing. Les tsing qui veut dire littéralement en malgache, celui qui marche sur la pointe des pieds. Parce que comme vous le pouvez voir, les tsing d'Ankarana sont très pointus. Voilà. Et donc, dans la langue malgache, c'est assez imagé. Donc, ce qu'il faut vous imaginer, c'est que c'est très tranchant. Vous ne pouvez pas voilà, grimper n'importe où. C'est vraiment tout un dédale de souterrains, de grottes, de caves. Et encore une fois, à chaque paysage à Madagascar a sa propre biodiversité. Donc, dans Ankarana, par exemple, vous pouvez avoir des reptiles, vous pouvez avoir des caméléons. Et on y trouve aussi encore des vestiges d'un oiseau dinosaure voilà, qui a vécu à Madagascar il y a des millions et des millions d'années. Et bien sûr, pour finir un peu donc, cette exploration du Nord, on emmène à Nosy Be. Donc, Nosy Be, qui veut dire la grande île. Alors, pour moi, vous savez maintenant, ça a une attache très, très sentimentale. Mais c'est aussi très connu à Madagascar pour être un endroit où il y a une biodiversité marine unique au monde. C'est là, par exemple, où vous pouvez rencontrer les requins-baleines, où vous pouvez voir les baleines à bosse, les baleines bleues durant leur migration et surtout quand elles viennent y mettre bas. Donc, Nosy Be, ce qu'il faut vous imaginer, c'est c'est une région qui est constituée de plusieurs îles. Et chaque île commence par Nosy, qui veut dire île. Voilà, Nosy. Donc, par exemple, ici, Nosy Ranja, qui est l'île aux tortues, mais qui est aussi connue pour voilà, tout son art de la broderie et aussi du tissage des fibres. Donc, c'est vraiment un endroit très particulier. Moi, j'étais à la capitale de Nosy Be, qui est Elville, donc c'est encore différent. Mais toutes ces îles aux alentours sont facilement accessibles en bateau ou en pirogue, parce qu'on se déplace beaucoup en pirogue à Madagascar. Ça dépend où on est. Alors à présent, je vais vous emmener donc dans l'ouest de Madagascar, qui, pareil, a une géographie un peu différente. Donc là, vous avez toujours bien sûr la plage, mais vous avez aussi plus de forêts tropicales et vous avez l'un des trésors nationaux de Madagascar qui est le baobab. J'espère que vous avez entendu parler de ce magnifique arbre. Donc, pour commencer, j'aimerais voilà, rappeler qu'il n'y a pas qu'au nord de l'île où vous pouvez trouver des tsingi, vous pouvez aussi en trouver à l'ouest, comme par exemple ici les tsingi de Beamara. Donc, elles ont une couleur plus noire. La roche est plus volcanique. C'est pour ça que vous avez une espèce de nuance dans la couleur noire, dans la couleur grise également. Vous avez aussi des tsingi qui peuvent être rouges. Le rouge aussi, encore une fois, ça fait partie d'une pierre typique de Madagascar. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi l'île rouge. Et il y avait un autre endroit, donc voilà, sur la piste des baobabs. Alors, les baobabs, c'est un peu comme l'arbre du voyageur, c'est un peu comme le lémurien ou le caméléon. Ça fait vraiment partie des emblèmes nationaux de mon pays, de Madagascar. Donc, on les trouve vraiment au sud de l'île aussi, mais là, on est plus au sud-ouest. Donc, vous êtes entre Murundav et Belo Tsiriva. Voilà, donc c'est un parc en fait national où vous pouvez voir les baobabs et souvent, les baobabs aussi sont sacrés, c'est-à-dire que dans ce parc, il y a aussi des gens qui y vivent, il y a de la population qui y vit. Donc,
souvent, les gens viennent tôt le matin ou alors à la tombée de la nuit pour faire des offrandes. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, l'une des autres particularités de Madagascar, c'est que c'est très spirituel. Il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de superstitions. Voilà, donc c'est vraiment ancré dans la vie quotidienne des Malgaches. Mais bien sûr, ça ne vous empêche pas de visiter l'allée des baobabs. Donc après, vous avez plusieurs types de baobabs. Alors ici, vous voyez ma famille d'ailleurs, mes parents voilà, qui étaient là. Donc devant le fameux baobab bouteille, parce qu'il a la forme en fait d'une grosse bouteille, voilà, tout simplement. Et aussi, vous avez un autre baobab très, très connu. Il est très romantique d'ailleurs, celui-ci, parce qu'on l'appelle le baobab amoureux. Donc, parce que voilà, ces deux arbres entrelacés. Donc, vous pouvez le retrouver souvent comme emblème à Madagascar, soit dans les tableaux, soit dans les sculptures, même en portrait. Donc, vous avez vraiment enfin, le choix si vous voulez ramener des baobabs en souvenir. Alors, on continue donc notre excursion. Alors, on va partir à l'est de Madagascar, toujours dans un esprit qui tourne autour des mythes et de l'histoire si unique de Madagascar, avec le canal des Pangalan et l'île Sainte-Marie. Alors, le canal des Pangalan, pardon, excusez-moi. Donc, le canal des Pangalan, alors on va commencer par l'île Sainte-Marie. Donc, l'île Sainte-Marie, c'est un peu aussi comme l'île de Nocibé ou de Diego Suarez, c'est-à-dire que c'était une île autrefois peuplée de pirates. Alors, ça, il n'y a pas que moi qui le dis. C'est aussi vérifié dans les livres d'histoire. Il y a beaucoup aussi de contes qui ont été faits. Et donc, ça a gardé un peu cet esprit mystérieux parce qu'on dit sur l'île de Sainte-Marie qu'il y aurait 5 trésors qui n'ont jamais été découverts. Voilà. Et donc, c'est un trésor qui date du XVIe siècle. Donc, vous voyez, si jamais un jour on le trouve, ou si vous le trouvez, peut-être parce que ça attire beaucoup d'explorateurs du monde entier. Sainte-Marie. Et donc, il y a une nature aussi qui est assez unique, avec toujours cette architecture coloniale que vous pouvez retrouver. Alors, par contre, excusez-moi, j'aimerais juste revenir sur le canal des Pangalan. Alors, le canal des Pangalan, excusez-moi. Hop, je suis allée un peu trop loin. Excusez-moi, je vais juste revenir un peu en arrière. Ok. Donc, le canal des Pangalan, je ne sais pas pourquoi la photo a disparu, mais c'est vraiment quelque chose de très important à Madagascar parce que en fait, c'est un canal qui sert vraiment de voie de communication, notamment pour les gens et aussi pour leur économie à Madagascar. Alors, excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique. Je reviens vite sur la suite de la présentation. Donc là, on s'est dirigé vers le nord, l'ouest, l'est et maintenant, on va terminer notre survol des régions de Madagascar avec le sud de Madagascar. Voilà, avec le parc national d'Issalo. Donc là, ça offre un tout autre visage. Donc, comme vous pouvez le voir, très, très sec, très volcanique. La faune aussi est endémique avec des reptiles propres à cette région qui se trouvent nulle part ailleurs sur l'île. Vous avez aussi Fort Dauphin, qui est, avec Diego Suarez, un autre point historiquement et culturellement très important à Madagascar, notamment par son
par son histoire et son architecture coloniale, mais aussi vous avez encore des vestiges du temps du règne des Mérinas. Les Mérinas, c'était l'une des ethnies qui a dominé Madagascar pendant très longtemps avant la colonisation européenne. Et c'est aussi connu pour avoir des lagunes et des mangroves qui se mêlent donc à toute cette géographie assez particulière. Voilà, donc vous avez des différents types de mangroves, que vous soyez soit à l'est ou sur la côte ouest de Madagascar. Alors, je ne peux pas parler de Madagascar sans parler donc de certaines espèces qui sont endémiques à l'île, donc notamment les lémuriens que vous pouvez trouver par milliers sur l'île en général. Et donc, chaque région a sa propre espèce de lémurien. Donc ça, c'est très important à savoir. Et oui, il y en a aussi dans le film d'animation. C'est la seule chose que je peux leur reconnaître. Donc, c'est des animaux qui sont protégés parce qu'ils sont menacés donc, par la déforestation. Et donc, depuis les années surtout 2000, il y a la création de parcs nationaux qui a été fait pour contribuer à leur préservation. Donc, quand on dit que c'est des espèces endémiques, c'est-à-dire que c'est des espèces que vous ne trouverez nulle part ailleurs au monde, seulement à Madagascar. Il y a aussi la tortue, la fameuse tortue étoilée, qui est endémique à l'île Rouge. Donc, elle est facilement reconnaissable. Et vous avez aussi d'autres animaux tels que le caméléon qui en fait a différentes tailles, différentes couleurs selon les régions. Vous avez aussi les caïmans ou les crocodiles. Vous pouvez avoir ces deux espèces qui vivent notamment dans les lacs sacrés. On a tendance à dire dans ma famille que les crocodiles en fait représenteraient les personnes les plus méchantes. Et donc, c'est pour ça qu'on les aurait mis sous forme de crocodile, voilà, justement pour défendre les lacs, défendre un certain territoire. Il y a aussi d'autres caméléons. Alors, vous pouvez trouver le plus petit caméléon du monde, minuscule, et on dit aussi que le caméléon, ça peut être aussi une réincarnation de vos ancêtres, dans le sens où la manière dont ils marchent, dont ils bougent est très précautionneuse. Et donc ça, c'est vraiment pris aussi pour un signe de réflexion et de maturité. Voilà. Alors maintenant, on va s'attacher donc à connaître plus Madagascar sous un angle économique, donc notamment à travers l'agriculture et les ressources naturelles, qui sont vraiment les deux piliers de l'économie malgache. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'agriculture à Madagascar, elle est omniprésente parce que c'est un peuple majoritairement rural. Moi, je sais que ma famille qui vit encore dans le nord de Madagascar, elle cultive la terre. C'est vraiment quelque chose qui est normal. Mais aussi, c'est très lié à ce qu'on mange. Voilà. Parce que forcément, il y a à Madagascar, c'est pas du tout comme ici, par exemple aux États-Unis ou en France, les gens ont plutôt tendance à cultiver ce qu'ils mangent. Donc, ça peut être du riz, ça peut être du manioc, du sucre, du maïs. Mais c'est vrai que la culture du riz, c'est l'aliment de base, en fait, dans l'alimentation malgache. Par exemple, on mange du riz même pour le petit déjeuner qu'on peut mélanger avec de la rougaille. La rougaille, c'est en fait un concassé de tomates ou alors avec de l'avocat. Mais c'est vrai que le riz fait partie intégrante voilà, de Madagascar parce qu'on le mange et aussi ça a donné
à certaines régions de Madagascar une identité, on va dire, au niveau de ses paysages. Donc, parce que vous pouvez trouver du riz à perte de vue dans certaines régions, notamment dans le nord et dans la région des hauts plateaux, c'est-à-dire tout ce qui est autour de Antananarivo. Vous avez aussi la culture de la vanille. Je suis sûre que vous avez entendu parler de la vanille de Madagascar, qui est absolument très bonne et très unique de par son arôme et sa couleur. Donc, ça fait aussi partie d'une des composantes de l'économie malgache, sachant qu'on cultive plus la vanille dans toutes les régions côtières. Voilà, donc il faut vraiment, parce que la culture de la vanille demande un climat assez particulier pour en produire. Et Madagascar en exporte beaucoup pour diverses industries, donc que ce soit pour l'industrie de la restauration, de la gastronomie ou même l'industrie de la glace. Et oui, de la glace. Il y a aussi un autre pilier dans l'économie malgache qui sont les ressources naturelles. Comme vous avez pu le comprendre jusqu'à présent, Madagascar regorge vraiment de ressources naturelles qui sont à la fois son point fort, mais aussi, je dirais, ses points faibles. Ses points forts parce que ça fait vivre beaucoup de gens. D'accord, ça crée de l'emploi sur place, notamment avec l'extraction de minerais, d'accord, tels que le graphite ou le phobolite, qui sont beaucoup utilisés, par exemple, dans la fabrication d'ordinateurs ou de téléphones, mais aussi pour la confection de bijoux ou autres objets décoratifs. Vous avez aussi le bois qui représente aussi une ressource naturelle très précieuse. Alors, c'est un des points forts de Madagascar parce qu'on exporte le bois pour différentes choses, que ce soit pour le côté artistique qu'on peut en faire et aussi pour le côté architectural. Mais comme je vous disais, c'est à la fois les points forts de Madagascar, mais aussi les points faibles, parce que toutes ces ressources naturelles ne sont pas inépuisables. Et donc, c'est pourquoi il y a eu un réel changement des mentalités, surtout depuis 10 ans, avec plus de répression pour tout ce qui est en fait exploitation illégale, voilà, du bois ou des minerais. Et aussi, il y a des labels qui se sont créés afin justement de promouvoir des filières plus respectueuses des ressources naturelles de Madagascar. Alors, à Madagascar, maintenant, un autre point important, parce que c'est vrai que, comme vous l'avez vu, donc il y a beaucoup de choses qui font de cette île vraiment un trésor. Pour moi, c'est vraiment un trésor. C'est vraiment comme si on ouvrait une boîte de Pandore. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on est émerveillé, vraiment. Moi, c'est à chaque fois que je retourne dans mon pays, même si j'ai ma famille qui est principalement dans le nord, on essaye de voyager dans d'autres régions et c'est vrai que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Et la richesse du pays, en fait, elle se voit aussi, elle se matérialise dans la langue. Donc, la première langue dont je vais vous parler, c'est le malagasy. Donc, on peut aussi l'appeler le malgache, mais moi, je préfère l'appeler le malagasy. Donc, c'est une langue qui est parlée par les 18 ethnies officielles de Madagascar. Je dis officielles parce qu'il y a d'autres ethnies qui y vivent, mais qui n'ont jamais fait l'objet d'un recensement ou d'études. Et même si on a des variantes de région en région, des expressions qui diffèrent, etc., on arrive quand même à se comprendre. Donc, c'est vraiment quelque chose
de très important à savoir. Alors après, très brièvement, voilà, ici, j'avais envie de partager avec vous une carte représentant les différentes ethnies qu'on peut trouver à Madagascar. Donc, c'est assez également réparti. Moi, ma famille, donc du côté de mon père, fait partie de l'ethnie des Antakarana. Donc, ce qui veut dire en malgache, ceux qui sont invincibles. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Mais après, vous avez d'autres ethnies, voilà, qui descendent, donc les ethnies des hauts plateaux et des côtes. Donc, même si nos traditions et nos coutumes sont différentes, on a quand même quelque chose, la langue qu'on a est commune et aussi on a dans nos valeurs, on partage par exemple le culte des ancêtres, on partage aussi les tabous, les fadis, on partage aussi tout ce qui est superstition. Donc voilà. Vous avez aussi une autre langue officielle à Madagascar qui est le français. Donc, vous avez le français qui est plus présent notamment dans la diplomatie, la langue des communications, des médias et aussi de l'enseignement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Madagascar, on n'enseigne pas le français partout. C'est notamment, moi je me souviens quand j'étais à l'école à Elville et Antananarivo, j'ai eu la chance d'être dans des écoles où on enseignait le français parce que c'était des villes où il y avait assez voilà, de gens pour parler le français et il y avait aussi pas mal de familles d'expatriés européennes. Mais après, quand vous voyagez dans Madagascar, la langue principale que vous pouvez retrouver dans les écoles, c'est quand même le malgache. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à Madagascar, l'accès à l'éducation est très inégal. Et c'est aussi un autre enjeu, un autre défi que le pays, voilà, doit faire face. Alors, vous avez à Madagascar les arts, notamment 3 arts dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, qui sont la musique, l'artisanat et la nourriture. Donc, il y a dans l'histoire traditionnelle de la musique malgache quelque chose de très identitaire. En fait, c'est un peu comme à l'image du peuple malgache en général, c'est-à-dire que la musique malgache, en fait, elle a connu des influences diverses, des influences venues d'Inde, venues d'Indonésie, venues même de Chine. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous pouvez retrouver comme ça de très diverses, notamment dans la langue et dans la musique. Alors, la musique, je ne vais pas vous le cacher, elle est omniprésente partout à Madagascar. On vit en musique, on chante, on danse. C'est pas que pour célébrer, par exemple, des funérailles ou des mariages, mais vous pouvez aussi retrouver cette musique quand vous jouez avec vos amis ou quand vous vous retrouvez. Donc, certes, il y a un côté sacré et profane, mais il y a quand même une importance capitale de la musique pour les malgaches. Voilà, donc là, vous pouvez voir un instrument typique de Madagascar, une sorte de sitar malgache. Et dans la musique malgache, il y a beaucoup aussi voilà, d'instruments qui viennent de France, de l'accordéon, par exemple. Vous avez aussi l'harmonica qui trouve ses origines plus en Amérique du Nord. Mais voilà, donc c'est vraiment un mélange de cultures. Il y a aussi de l'artisanat qui est vraiment une particularité à Madagascar. Donc, il y a l'art de la vannerie que vous pouvez trouver. Alors, l'art de la vannerie, en fait, c'est le tressage des fibres de plusieurs choses, que ça soit du jonc, du bambou. Donc, c'est vraiment des fibres assez solides. Et donc, on en fait des sacs, on en fait même des chapeaux.
On en fait même aussi des portefeuilles. Donc, ça fait vraiment partie de l'identité culturelle de Madagascar. Il y a aussi la broderie qui est d'une technicité mais incroyable. Moi, ma grand-mère, elle avait l'habitude de faire voilà, des nappes, en fait, où vous pouvez voir, comme ici, différents, en fait, des scènes voilà, de la vie quotidienne. Donc, souvent, on retrouve le zébu, qui fait partie aussi intégrante de la culture malgache, mais des fleurs. Donc, la broderie, c'est un autre type d'artisanat. Et bien sûr, la nourriture. Ah là là, ça me donne faim, rien qu'en regardant rien qu'en regardant les images. Alors, je vous en ai choisi 2 parce que c'est vrai que c'est assez riche niveau couleur, niveau arôme, niveau épices, la cuisine de Madagascar. Donc, on a le romazave. Et aussi le ravitoot, c'est comme ça qu'on le prononce. Alors, le romazave, donc c'est la photo que vous voyez ici. En fait, c'est une sorte de soupe malgache. C'est une sorte de bouillon qu'on mélange avec des breads, donc qui est un légume en fait de Madagascar. Et donc, vous pouvez l'agrémenter avec des épices, de l'ail, du gingembre. Dans certaines régions, ça se mange qu'avec des légumes. Parce que dans certaines régions, on ne mange pas de viande de chèvre ou de zébu ou de porc. Ça dépend encore une fois de l'ethnie à laquelle vous appartenez et aussi des croyances qui sont liées. Mais le romazave, super bon. Je vous le conseille vraiment. Et la recette est assez simple. Et vous avez aussi le ravitoot. Le ravitoot, alors c'est vraiment, je crois, l'un des premiers plats que vous goûterez à Madagascar. Alors, ça signifie en fait, c'est, comment je pourrais dire ça? C'est des feuilles de manioc en fait qui ont été pilées, donc écrasées. Et souvent, ça se cuisine voilà, avec de la viande de zébu ou de porc. Et bien sûr, que ce soit le romazave ou le ravitoot, ça s'accompagne de riz. Voilà. Donc, on s'achève tout doucement vers la fin de notre escale à Madagascar et j'aimerais terminer cette présentation par vous donner plus de conseils sur quels sont les meilleurs moments pour y aller, pour visiter mon pays et aussi quelques coutumes malgaches à ne pas ignorer quand vous allez là-bas. Alors, les meilleures périodes pour aller à Madagascar, moi, je dirais que c'est en avril, lors des célébrations de Pâques. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a quand même pas mal de villages à Madagascar qui ont hérité en fait de la religion chrétienne. Et donc, c'est des fervents pratiquants. Et il y a beaucoup de célébrations, je pense notamment à la célébration des rameaux qui a lieu à Nosy Be. Et c'est magnifique, en fait, par exemple, il y a tout un tas de croix qui est faite avec du jonc ou avec du bambou. Les gens sont habillés en blanc ou alors avec du bleu. Donc, c'est vraiment une belle fête. Vous avez aussi de juillet à septembre, qui est une autre période pour aller à Madagascar. Alors, notamment pour tout ce qui est la biodiversité en fait marine que vous pouvez y voir, notamment la migration des baleines à bosse. Vous pouvez aussi voir des requins-baleines. Et par exemple, en ce moment, si vous y allez, c'est assez humide. Alors, encore une fois, ça dépend quelle région vous voulez aller visiter. Mais il y a quand même la saison des pluies entre décembre et février à Madagascar. Voilà. Et aussi en octobre. Alors, en octobre, pourquoi? Parce qu'il y a des odeurs, en fait, hyper particulières dans l'air à Madagascar. Vous avez des odeurs de mangue. Parce que c'est la récolte des mangues en octobre. C'est aussi la saison là où les orchidées fleurissent. Vous avez aussi des senteurs de ylang-ylang, qui est aussi une autre fleur endémique de Madagascar. Voilà. Et j'avais aussi, oui, donc pour terminer,
je voulais vous parler voilà, de 3 coutumes vraiment malgaches que vous pouvez retrouver sur toute l'île en général. Donc, la première, c'est le Razana. Alors, le Razana, qu'est-ce que ça? En fait, c'est le culte des ancêtres. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes les ethnies à Madagascar, on respecte les ancêtres. Voilà. Il y a pas seulement un culte, mais il y a aussi beaucoup de superstitions autour de ça. Donc, on les célèbre soit avec des offrandes, soit au cours de cérémonies assez particulières pour les appeler, en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut être une question après. Vous avez aussi les fadis. Les fadis, alors les fadis, c'est partout, en fait, je dirais à Madagascar. Ça veut dire tabou. C'est en fait des règles invisibles, un peu comme des commandements qui sont là. Donc, les fadis, ça peut être propre à une région, ça peut être propre à un groupe ethnique, même à une famille ou à une seule personne, mais c'est des choses qu'on ne fait pas. Et il faut vraiment être très au courant de ça si jamais vous allez à Madagascar, parce qu'on dit que celui qui casse ou qui transgresse un fadi tombera malade, par exemple. Donc, il y a encore cette superstition qu'il y a autour des fadis. Par exemple, un fadi qu'il y a, moi, dans ma famille, on ne pointe jamais quelqu'un du doigt. Jamais. On aura toujours le poing, vous voyez, le doigt courbé comme ça pour pointer. Donc ça, c'est un fadi. Et d'ailleurs, excusez-moi, en malgache, on dit azafadi, ce qui veut dire littéralement que cela ne soit pas tabou. Voilà, donc les fadis. Et la dernière coutume que j'avais envie de vous mentionner aujourd'hui, c'est le Famadiana. Alors, le Famadiana, c'est, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est lié donc au culte des ancêtres. Mais là, c'est plutôt une tradition particulière où on va déterrer en fait les ancêtres et où on va les nettoyer. Voilà, on va les honorer. Et donc, c'est une cérémonie qui est fixée en général plusieurs années à l'avance, d'accord? C'est dans certaines ethnies, c'est tous les 5 ans. Moi, je sais que dans le Nord, c'est tous les 10 ans, par exemple, dans ma famille. Mais voilà, c'est encore quelque chose qui est très suivi à Madagascar et qui repose vraiment sur le respect des ancêtres et sur cette spiritualité si particulière à Madagascar. Voilà, Velom, Velom qui veut dire à bientôt. À bientôt. Merci en tout cas de m'avoir suivi. J'espère que vous connaissez à présent un tout petit peu plus Madagascar et que cette présentation vous aura donné envie d'en connaître davantage sur mon île. Merci à vous. Très bien. Vous pouvez commencer à mettre des questions dans le chat si vous en avez, ou vous pouvez également prendre la parole. Bien sûr. Donc, en attendant, j'ai une question. C'est à propos du ravi Toto, qui avait l'air particulièrement appétissant. Oui. Je voulais savoir si c'était... donc, c'est des feuilles de manioc pilées. Est-ce que c'est principalement fait de légumes et c'est frit par la suite? Alors, oui, c'est principalement fait de légumes. Donc, on rajoute beaucoup de tomates, de bread, donc qui est une sorte de chou, en fait, et aussi des pommes de terre. Et après, on fait cuire tout ça, en fait, dans des feuilles de manioc, donc repliées. Mais on peut aussi faire cuire ça avec de la viande. Voilà, de la viande. Mais ce n'est pas obligé. Ça peut être un plat à la fois végétarien ou pas. D'accord, très bien, merci. Alors, oui. Est-ce que je peux demander quelque chose? Bien sûr, allez-y, Barbara, bien sûr. Oui, pour la langue, le malgache, c'est lié aux autres langues d'Afrique ou
Alors, tout à fait unique ou quoi? je pense que c'est tout à fait unique. Moi, je sais que j'ai vécu dans différents pays en Afrique et même par la suite, j'y suis retournée et c'est vrai que non, c'est pas du tout pareil. Je veux dire, chaque pays d'Afrique a ses propres langues officielles et après à ces autres langues qui sont vraiment propres à chaque ethnie du pays. Mais le malgache, c'est assez reconnaissable, Barbara, parce que en fait, vous sentez toutes les influences qu'il y a eu au cours de l'histoire. Ces influences venues d'Asie, venues aussi des autres côtes africaines. C'est aussi assez proche du polynésien. Oui. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Merci. Alors, je vois qu'il y a une autre question aussi de José dans le chat. Quelle est la religion principale à Madagascar? Alors, très bonne question. La majorité des gens à Madagascar sont animistes. Donc, c'est-à-dire qui croient en leur propre Dieu, d'accord? En général, il y a un Dieu auquel ils croient. Après, c'est vraiment encore très particulier selon la région, selon les croyances, selon la famille. Voilà. Et vous avez d'autres religions comme le christianisme, qui est quand même assez présent en fait depuis la colonisation portugaise et après française sur l'île. Vous avez aussi une communauté musulmane qui est assez active sur l'île et vous avez aussi l'hindouisme parce que vous avez aussi une communauté indienne. Voilà. Et aussi la religion musulmane, oui, parce que vous avez aussi une communauté comorienne. Donc, vous voyez, c'est assez varié, très divers. Merci. Une question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Alors, oui, je vois que Paul et Sabrina Oui. lèvent la main. Oui, merci. J'ai une question sur l'indépendance du pays et depuis quand c'est un pays indépendant et quel était le processus de se faire indépendant après la période de coloniste de la France française. Alors, Madagascar donc, est indépendant depuis 1958. Donc, ça s'est fait assez tard. Après, dans quel contexte? Alors, ça a toujours été un contexte très difficile. Très, très difficile. Ça s'est fait, l'indépendance du pays s'est fait dans le sang, ça c'est vrai, parce qu'il y avait encore beaucoup de colons français qui ne voulaient pas que Madagascar soit reconnu en fait comme république démocratique. Mais même après son indépendance, Madagascar, en fait, depuis 1958, c'est vrai que, et jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez voir qu'à Madagascar, il y a eu une succession de régimes politiques très, très instables. Et donc ça, c'est dû notamment à leur histoire, je dirais, très compliquée qu'ils ont hérité du passé colonial et aussi avec toute la complexité que peut représenter toutes les ethnies culturelles et linguistiques. Voilà. Parce que ce n'est pas évident. Là, encore au jour d'aujourd'hui, le dernier président, par exemple, au Parlement, ils ont mis plus de 3 mois à avoir des représentants parce que toutes les régions n'étaient pas représentées, toutes les ethnies n'étaient pas représentées. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à Madagascar et qui fait aussi que la politique du pays est instable. Merci. Est-ce qu'il y avait une guerre d'indépendance comme en Algérie ou c'était un processus politique? Alors, il n'y a pas eu de guerre d'indépendance à proprement parler comme en Algérie, par exemple, mais il y a eu de nombreuses poches de résistance, oui, à travers tout le pays. Merci. De rien, avec plaisir.
Sabrina. Ma question, c'était peut-être un peu personnel, mais est-ce que vous pouvez lire et écrire en malagasy très bien? Alors, alors c'est un peu personnel, mais il n'y a aucun Oui. problème. Alors, moi, j'ai appris donc à parler le malagasy. Après, c'est vrai que pour l'écrire, pour être honnête avec vous, j'ai pas assez pratiqué, donc je peux pas dire que j'ai un niveau d'écriture fort. Mais par contre, pour le lire, il n'y a aucun problème parce qu'on utilise le même alphabet latin. Voilà, donc je peux le lire, oui. Mais vous savez, c'est même un sujet, je me fais même charrier quand je vais voir ma famille dans le Nord. Voilà. Il me dit, Cécilia, tu peux lire en malgache? Donc, c'est aussi une blague entre nous. Voilà. Hélène avait une question? Oh, Hélène, on ne vous entend pas. Vous êtes silencieuse. OK. Tu m'entends? Oui, je vous entends. Il y avait une crise de la COVID à Madagascar. Alors, ben, comme tout pays du monde, Madagascar, c'est vrai, a été touché par le COVID-19. Mais actuellement, vous voulez dire actuellement, quelle est la situation dans le pays? Oui. Alors, il y a toujours, bien sûr, des cas de cette maladie, mais les frontières sont totalement ouvertes et vous pouvez venir à Madagascar, vous pouvez vous déplacer à Madagascar si, bien sûr, vous êtes protégé et voilà. Mais pas besoin de passe vaccinal. Les gens sont vaccinés. Alors, encore une fois, c'est très dur de répondre à cette question parce que à Madagascar, la manière dont les gens ont accès à la santé ou ont accès aussi aux moyens de locomotion varie en fait d'une région à une autre. Donc, il y a eu de la vaccination, mais je dirais plus dans les grandes villes. Voilà, parce que quand vous partez de Antananarivo, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, nous, ce qu'on fait à Los Angeles ou ailleurs où vous soyez aux États-Unis, ce qu'on fait en 30 minutes à Madagascar, ça veut dire minimum 3 heures. Oh, OK. Voilà, minimum, parce qu'il n'y a pas de route, c'est de la brousse, c'est de la piste. Donc, ça rend compliqué l'accès à la santé, l'accès à tout, à la nourriture, à l'enseignement, tout. Mais très bonne question. Voilà. Je comprends, merci. De rien. D'autres questions, peut-être? On a déjà couvert pas mal de thèmes hein avec les dernières questions. J'ai une question, si nous avons du temps. Bien sûr. Je suis intéressé sur les effets de changement de changement climatique. Ici, il y a, avec une industrie de pêche, j'estime qu'on peut avoir des vulnérabilités au changement climatique. Je demande je suis intéressant de savoir s'il y a des problèmes qu'on peut anticiper. Alors, oui. Alors, c'est sûr qu'on peut toujours anticiper dans la lutte contre le réchauffement climatique. Après, c'est vrai que Madagascar souffre depuis pas mal d'années des activités humaines qui sont liées à la déforestation, qui sont liées aussi à l'exploitation minière, donc des ressources naturelles. Donc ça, c'est déjà un problème sur l'île, mais après, c'est vrai que le réchauffement climatique a eu déjà des impacts négatifs, notamment au nord, donc Nosy-Be, par exemple. Il y avait plus de coraux. Moi, c'est vrai que j'ai vu la différence. Quand j'y allais il y a 10 ans, il y avait plus de coraux. Que la dernière fois, quand j'y suis retournée en 2018, quand j'ai plongé là-bas, il y avait beaucoup de coraux morts, il y avait beaucoup moins de diversité marine. Et au lieu de mettre 30 minutes à trouver un requin-baleine,
on en a mis peut-être 1h30, 2 heures, parce qu'en fait, ils s'éloignent de plus en plus pour trouver leur nourriture. Donc, je pense que oui, tout ça, c'est pas des signes flagrants du réchauffement climatique, mais c'est là. Voilà, ça témoigne d'un équilibre assez fragile. Et après, pour en revenir à la deuxième partie de votre question, Paul, est-ce qu'il y a des moyens qui sont mis en place? Il y en a pas assez, je dirais. Il y en a pas assez. Voilà, parce que Madagascar est un pays encore en développement, qui use et qui abuse, je dirais même, des ressources naturelles du pays. Et donc, il y a vraiment un travail d'éducation et de sensibilisation, et même au niveau politique, à faire dessus. Voilà. Il y a des défis comme ça universellement. Tout à fait, tout à fait. Surtout pour une île, surtout parce qu'il y a 80 à 85% de la faune et de la flore de Madagascar sont endémiques. On n'en trouve nulle part ailleurs. Donc, c'est vraiment un défi, je dirais même au-delà du défi politique ou économique. C'est un enjeu de survie nationale. Merci. De rien. Et Avec bonne plaisir. chance. Merci beaucoup, à vous aussi, Paul. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a encore une dernière question? Je n'en vois pas. Donc, je n'ai plus qu'à te remercier, Cécilia. Dans le chat, il y a déjà des personnes qui l'ont fait. Il y a Louise notamment qui dit « belle présentation ». Donc, merci Cécilia, hein. C'est vrai que c'est une très belle présentation. Je dois avouer que les photos m'ont donné envie de faire un tour à Madagascar, les plages en particulier. Donc, c'est une destination à prendre en compte dorénavant. Oui. En plus, c'est une destination où on peut parler français. Tout à fait. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir ouvert nos horizons. On a Merci appris à beaucoup de vous. choses, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous, et puis surtout, Excellent. n'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres questions ou si vous voulez des suggestions de livres ou quoi que ce soit, vous pouvez contacter Emma ou moi-même. Ça me ferait très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous. très bientôt. Velum. Très intéressant. Merci à vous, À très Cécilia. bientôt. Merci. Au revoir. Au Et revoir. merci, Très belle Emma. journée. Merci. Au Bonne revoir. journée.